La porte du tribunal semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Je l'ai poussée, vêtue de mon seul tailleur correct, celui que j'avais acheté pour mes entretiens d'embauche il y a 3 ans. Mes parents étaient assis au premier rang, mon frère Lucas à côté d'eux, tous les trois portant des vêtements de créateurs que je ne pourrais jamais me payer. Maman m'a vue la première. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à papa. Il a levé les yeux au ciel. Il a vraiment levé les yeux au ciel comme si j'étais une nuisance, comme si je leur faisais perdre leur temps en venant me défendre. Leur avocat, Maître Richard, brassait des papiers, confiant. Le genre de confiance qui vient avec des honoraires à 500 € l'heure. La juge n'était pas encore entrée. Pensait-il vraiment que j'allais simplement tout abandonner? Que j'allais entrer, m'excuser et renoncer à tout ce que papy m'avait laissé? J'ai posé ma mallette sur la table de la défense. 3 dossiers à l'intérieur, avec des onglets de couleur. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans ces dossiers. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Mettez un like si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille et abonnez-vous parce que cette histoire devient dingue. L'huissier a annoncé la cour. La juge est entrée et j'étais prête. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez savoir comment tout a commencé. Je n'ai jamais été la préférée. Lucas était l'enfant roi. Une voiture neuve pour ses 18 ans. Ses études en école de commerce payées intégralement. L'apport pour son premier appartement. Tout ce qu'il voulait, maman et papa signaient le chèque. Moi, je travaillais de nuit dans un supermarché pour payer ma fac. J'ai fini mon master grâce à des prêts étudiants, vivant dans une colocation en sous-sol avec 3 autres filles et des souris dans les murs. Je n'étais pas amère. J'ai juste appris tôt que je ne pouvais compter que sur moi-même. Mais papy me voyait. C'est lui qui est venu à ma remise de diplôme quand personne d'autre ne l'a fait. Celui qui m'emmenait déjeuner un dimanche sur 2 et me posait des questions sur mes cours. C'est toi qui feras quelque chose de ta vie, m'a-t-il dit un jour. Ton frère a du charme. Toi, tu as du cran. Le cran, ça dure plus longtemps. C'est aussi lui qui m'a appris à garder des traces. Garde tout, disait-il. Chaque lettre, chaque reçu, chaque email. On ne sait jamais quand on aura besoin de preuves. Je pensais qu'il était juste vieux jeu. Je n'avais pas réalisé qu'il me préparait. Quand papy est décédé, le notaire a lu le testament. Lucas a eu la maison de campagne. Maman et papa ont eu les comptes d'investissement. J'ai eu le fonds d'éducation. Ça ne semblait pas grand-chose jusqu'à ce que le notaire explique que papy l'avait bloqué 20 ans plus tôt et que les intérêts s'étaient accumulés depuis. Ma part valait plus que la maison et les investissements réunis. 1,2 million d'euros. Le visage de maman est devenu blême. C'est là que tout a changé. 2 semaines plus tard, maman a appelé. On doit parler en famille. Viens à la maison samedi. J'aurais dû m'en douter. Quand je suis entrée, ils attendaient tous. Maman, papa, Lucas et un homme en costume gris que je n'avais jamais vu. C'est Maître Richard, a dit maman, notre avocat. Je me suis assise. L'atmosphère était lourde. Richard a fait glisser un document sur la table. Nous avons rédigé un accord d'harmonie familiale dans l'intérêt de tous. J'ai scanné la première page. Elle disait que je transférerais ma part de l'héritage sur un compte de gestion familiale. Il le superviserait, l'investirait de manière responsable et me verserait une allocation mensuelle de 2 000 € par mois. De mon propre argent. Tu n'as jamais su gérer l'argent, ma chérie, a dit maman. Sa voix était mielleuse. Nous essayons de te protéger. Me protéger? Tu es jeune, impulsive. Une telle somme pourrait ruiner ta vie si tu ne fais pas attention. Lucas s'est penché en avant. Ne sois pas égoïste. Il s'agit de garder l'héritage de papy intact pour la famille. J'ai regardé le papier à nouveau, puis Richard. Et si je dis non? Le visage de papa s'est durci. La chaleur a disparu. Alors nous ferons ça à la dure. Richard s'est raclé la gorge. Nous pouvons déposer une requête auprès du juge des tutelles. Une mise sous curatelle si nécessaire. Ce serait regrettable,
Coûteux, embarrassant pour vous. Il a laissé ce mot planer. Embarrassant. Vous avez 72 heures pour décider, a dit Richard. Je me suis levé, j'ai pris l'accord non signé. J'ai décidé. Je suis sorti. J'avais 72 heures avant qu'il ne porte plainte. Je n'ai pas perdu une seconde. 72 heures plus tard, un huissier a frappé à la porte de mon studio. J'ai signé pour l'enveloppe. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, une assignation. 14 pages. Il demandait au tribunal de me déclarer financièrement incompétente. De nommer ma mère comme curatrice de mes biens pour ma propre protection. Les allégations étaient brutales, dépenses inconsidérées, mauvais jugement, incapacité à gérer des affaires financières complexes. Que des mensonges. Mais c'était officiel, tamponné. L'audience était fixée dans 3 semaines. Mon téléphone a sonné cet après-midi-là. Ma patronne. Camille, tu peux venir? On doit parler. Je me suis assise dans son bureau et elle a fait glisser une impression sur le bureau. Une recherche de casier judiciaire et de procédure civile. Mon nom, la requête. Il se passe quelque chose qu'on devrait savoir? C'est un conflit familial. Ce n'est pas vrai. Elle avait l'air mal à l'aise. Nous allons devoir te mettre en mise à pied conservatoire. Jusqu'à ce que ce soit résolu, c'est la politique de la boîte. Je suis sortie de ce bureau dans le brouillard. Ma meilleure amie m'a appelée ce soir-là. Elle avait entendu parler de l'affaire. Donne-leur juste la moitié, a-t-elle dit. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Il te restera quand même 600 000 euros. C'est plus que ce que la plupart des gens voient dans une vie. J'y ai réfléchi. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je devrais juste les laisser gagner. Mais ensuite j'ai ouvert le classeur. Le classeur de papy. Celui qu'il m'avait donné il y a 5 ans. Je suis allée à la page 12 et mes mains ont recommencé à trembler pour une raison complètement différente. Page 12, section 7, sous-section D. Je l'ai lu 3 fois pour être sûr que je n'imaginais rien. Tout bénéficiaire qui initie ou participe à une action en justice visant à priver un autre bénéficiaire de sa part désignée perdra immédiatement la totalité de ses droits dans cette succession. Une clause pénale d'exclusion. Et dans la marge, l'écriture de papy. Encre bleue, lettres majuscules soignées. Garde ça en sécurité, ma grande. Fais confiance mais vérifie. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que cela pourrait arriver. J'ai appelé Julien. Il était dans mon groupe d'études à la fac de droit. Il venait de prêter serment il y a 3 mois. Julien, j'ai besoin que tu regardes quelque chose, maintenant. Il est venu. Il a lu la clause. Il l'a relue. C'est applicable, a-t-il dit. S'ils te poursuivent pour prendre ta part, et que cette clause est valide, ils perdent tout. La maison, les investissements, tout. Tu es sûr? Je suis sûr. C'est l'arme nucléaire. J'ai rédigé une lettre cette nuit-là, en recommandé, copie à mes parents, à Lucas et à Maître Richard. Elle incluait une page, la section 7, sous-section D, surlignée, et une note, vous avez 48 heures pour retirer votre requête. Si vous continuez, la clause d'exclusion sera appliquée. Vous perdrez tout ce que papy vous a laissé. Je l'ai envoyé à 6 heures du matin. Le délai est passé. Ils n'ont pas retiré leur plainte. Ils ont surenchéri. Richard a déposé une requête modifiée. Celle-ci était pire. Maintenant, ils invoquaient l'abus de faiblesse. Que papy n'était pas sain d'esprit quand il a établi le testament. Que je l'avais manipulé. Ils ont joint une attestation d'un médecin qui avait vu papy une fois, 4 ans avant sa mort, pour un contrôle de routine. L'attestation disait que papy avait montré des signes de confusion. C'était un mensonge, mais c'était signé. Puis mon frère a posté sur Instagram une photo de papy souriant lors d'un Noël en famille il y a 10 ans. La légende disait, protéger ses véritables volontés de ceux qui voudraient les déformer. La famille, c'est pour toujours. Les commentaires affluaient, des gens avec qui j'étais allée au lycée, des cousins, des amis d'amis. Elle a toujours eu l'air bizarre. L'argent change les gens.
Je prie pour votre famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 2 jours plus tard, les RH ont rappelé. Nous prolongeons votre mise à pied en attendant la résolution de l'affaire judiciaire. Pour combien de temps? Indéfiniment. La date du procès était dans une semaine. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas manger. Chaque fois que j'ouvrais les réseaux sociaux, il y avait un autre post. Un autre commentaire. Je me suis assise à ma table de cuisine à 2 heures du matin, fixant le classeur. S'ils voulaient jouer sale, j'avais quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui mettrait fin à tout ça. J'ai ouvert le classeur à l'avenant au testament qu'ils avaient soumis au tribunal, et je l'ai comparé à mon original. Les dates ne correspondaient pas. Les sceaux des notaires non plus. J'ai posé les 2 documents côte à côte. L'avenant que mes parents avaient soumis prétendait que papy voulait que tous les actifs soient consolidés pour l'harmonie familiale et une gestion unifiée. Daté de mars 2019. Mon testament original signé et notarié ne comportait aucun amendement de ce genre. Mais ce sont les sceaux qui ont attiré mon attention. Différents notaires, différents tampons. J'ai trouvé le nom du notaire original dans les dossiers de papy. Je l'ai appelé. Il était à la retraite, vivait dans le sud. Je garde des copies de tout ce que j'ai authentifié, m'a-t-il dit. Envoyez-moi le numéro du document. Je l'ai fait. Il a rappelé 1 heure plus tard. Je n'ai jamais authentifié ça. Ce n'est pas mon sceau. Quelqu'un l'a falsifié. Il a envoyé une attestation sur l'honneur cet après-midi-là. Ensuite, j'ai payé 300 € pour un expert en documents forensiques. Le rapport est revenu en 4 jours. La signature sur l'avenant avait été tracée numériquement. Le papier avait été fabriqué en 2022, 3 ans après la date présumée de la signature. C'était un faux. Ma famille n'avait pas seulement essayé de me voler. Ils avaient commis une fraude. Je me suis assise dans mon appartement en tenant le rapport et pour la première fois j'ai compris. Il n'a jamais été question d'harmonie familiale. C'était du désespoir. Et j'avais besoin de savoir pourquoi. J'ai commencé à creuser. Les registres publics sont plus accessibles que la plupart des gens ne le pensent. La start-up de mon frère, celle dont maman et papa étaient si fiers, j'ai cherché dans le registre du commerce. Liquidé il y a 6 mois. J'ai trouvé un procès, des fournisseurs impayés, un jugement par défaut pour 340 000 €. Puis j'ai cherché l'adresse de mes parents. Avis de saisie immobilière, dossier public, 485 000 € dû, 90 jours pour payer ou la banque saisit la maison. J'ai vérifié le compte d'investissement de papa. Il l'avait mentionné une fois lors d'un dîner de famille il y a des années. Suffisamment public pour que je puisse le suivre. Liquidé. Appel de marge, tout perdu. J'ai vérifié l'activité récente de maman sur LinkedIn. Elle avait leaké des posts sur la consolidation de dettes et la planification de la retraite pour les plus de 60 ans. Le calcul était simple. La faillite de mon frère, 340 000. La saisie, 485 000. Leur part combinée de l'héritage, 670 000. Ma part, 1,2 million. Il n'était pas méchant. Il se noyait. Et il pensait que me couler les sauverait. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je savais exactement ce que je devais faire, et ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Je ne voulais pas seulement me défendre. Je voulais finir ça proprement, définitivement. J'ai rédigé une contre-requête, manquement à l'obligation fiduciaire, fraude, application de la clause d'exclusion en vertu de la section 7, sous-section D. Puis j'ai déposé une motion pour geler tous les décaissements de la succession en attendant l'audience. J'ai travaillé toute la nuit, vérifié chaque citation, chaque pièce à conviction, chaque mot. À 11h43, j'ai soumis le tout électroniquement. L'email de confirmation est arrivé. Avocat au dossier, mon nom, suivi du titre avocate à la cour. J'avais réussi l'examen du barreau 6 mois plus tôt. Cours du soir, à temps partiel. Ça m'avait pris 4 ans. Je ne l'avais dit à personne. Pas à mes parents, pas à Lucas, pas même à mes amis. Je l'avais gardé secret parce que je ne voulais pas attirer l'attention, je ne voulais pas de questions.
Mais maintenant ça comptait. J'ai imprimé mon certificat d'admission au barreau, je l'ai encadré, accroché au mur. Papy aurait été fier. La nuit avant l'audience, je n'ai pas dormi. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé en revue chaque argument, chaque preuve, chaque question que la juge pourrait poser. J'ai fait ma mallette, 3 dossiers, classés. Quand le réveil a sonné à 5 heures, j'étais déjà habillée. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai conduit jusqu'au palais de justice. La porte de la salle d'audience semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Je l'ai poussée. Maman, papa, Lucas, maître Richard, tous au premier rang. Maman m'a vue, s'est penchée, a chuchoté quelque chose. Papa a levé les yeux au ciel. Lucas a eu un sourire narquois. J'ai posé ma mallette, sorti les 3 dossiers. L'huissier s'est levé. La cour. La juge est entrée. Une femme plus âgée, le regard perçant. Elle s'est assise, a revu ses notes. Ceci est une requête pour mise sous tutelle déposée par Linda et Robert. La défenderesse et leur fille. Je vois que nous avons aussi une contre-requête déposée par. Elle s'est arrêtée, m'a regardée. Mademoiselle, êtes-vous représentée par un avocat ou comparaissez-vous en votre propre nom? Je me suis levée. Madame la juge, je suis l'avocate au dossier. J'ai été admise au barreau en janvier de cette année. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Richard s'est vidé de sa couleur. La bouche de ma mère s'est ouverte. Lucas a arrêté de sourire. La juge a hoché la tête. Allez-y, maître. J'ai ouvert le premier dossier. Madame la juge, je voudrais présenter 3 pièces à conviction. Premièrement, la section 7, sous-section D du testament, la clause d'exclusion. J'ai remis une copie au greffier. Elle l'a passée à la juge. Cette clause stipule clairement que tout bénéficiaire qui initie une action en justice pour priver un autre bénéficiaire perd sa part entière. La juge l'a lu, a regardé Richard. Maître, étiez-vous au courant de cette disposition? Richard a bégayé. Madame la juge, nous étions concentrés sur les préoccupations légitimes de nos clients concernant. Étiez-vous au courant? Nous en avons été récemment informés. Oui. J'ai ouvert le deuxième dossier. Deuxième pièce, l'avenant au testament soumis par les requérants prétendant que mon grand-père voulait une gestion unifiée des actifs. Je l'ai placé sur le rétroprojecteur. Troisième pièce, une attestation notariale et une analyse forensique de documents. Je les ai posés côte à côte. L'avenant est un faux, notaire différent, signature tracée, papier fabriqué 3 ans après la date présumée de la signature. La juge s'est penchée en avant. Je lui ai remis le rapport d'expertise. Elle l'a lu lentement. Puis elle a regardé mes parents. Avez-vous une explication pour cela? Silence. Richard s'est levé. Madame la juge, nous voudrions demander un report pour. Refusé. Vos clients ont-ils une explication? Encore le silence. La juge a posé le rapport. Je rejette la requête avec préjudice. La clause d'exclusion est valide et sera appliquée. Les requérants perdront leur part en vertu de la section 7 sous-section D. J'impose également des sanctions d'un montant de 15 000 € pour dépôt de documents frauduleux. Cette affaire sera transmise au procureur de la République pour examen. Le marteau est tombé. J'ai rangé ma mallette. Je ne me suis pas retournée. La clause d'exclusion a été appliquée 30 jours plus tard. Mes parents ont perdu les comptes d'investissement. Lucas a perdu la maison. Les actifs ont été redistribués selon la clause du bénéficiaire secondaire que Papy avait écrite, un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération de notre département. Papy avait prévu ça. Même s'il contestait, même s'il se battait, l'argent ferait quand même le bien. Lucas a déposé un dossier de surendettement 2 mois plus tard. Il travaille maintenant dans la vente, gère un magasin dans la ville voisine. Mes parents ont vendu leur maison avant que la banque ne puisse la saisir. Ils ont emménagé dans un T3. Le procureur a examiné l'affaire et a décidé de ne pas engager de poursuite pénale.
Mes parents ont accepté de rembourser les frais de justice et le cabinet de Richard les a discrètement lâchés comme clients. Pas de casier judiciaire, juste des conséquences. J'ai pris 400 000 € de ma part et j'ai créé une bourse au nom de papy. La première cérémonie a eu lieu le printemps dernier. 5 étudiants, tous travaillant de nuit comme je l'ai fait. J'ai utilisé le reste pour rembourser mes prêts. J'ai acheté un petit appartement. J'ai lancé mon propre cabinet pour aider les familles à gérer les conflits de succession. J'ai posé des limites avec ma famille. Contact minimum, uniquement supervisé, pas de vacances, pas de visites spontanées. Maman a envoyé un email 6 mois plus tard. Je suis désolée que les choses soient devenues si compliquées. J'espère que tu vas bien. Aucune responsabilité. Pas de vraies excuses. J'ai répondu, merci. Je vous souhaite le meilleur. C'était tout. Papa ne m'a pas parlé. Je ne pense pas qu'il le fera un jour. Et j'ai fait la paix avec ça. Certaines personnes n'admettent jamais qu'elles ont tort. C'est leur fardeau à porter, pas le mien. Lucas m'a contacté une fois, a demandé si on pouvait prendre un café. J'ai dit, non, peut-être un jour, mais pas maintenant. Pas tant que je ne serai pas prête. Je vois la photo de papy sur mon bureau chaque matin. Celle de ce Noël, la même que mon frère avait postée. Mais quand je la regarde maintenant, je ne vois pas la bagarre. Je ne vois pas le tribunal. Je vois l'homme qui a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. L'homme qui m'a appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un masque. J'ai gardé les reçus comme il me l'avait appris et j'ai gagné. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais récupérer ma vie. Alors, voici ma question pour vous, qu'auriez-vous fait? Pardonner complètement et laisser passer, ou garder les limites comme je l'ai fait? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci à venir. Et rappelez-vous, gardez toujours des preuves. Une dernière chose, ceci est une dramatisation fictive basée sur des expériences réelles. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier. Si vous vivez quelque chose de similaire, parlez à un professionnel agréé dans votre région. Merci d'avoir regardé.